le Venezuela ne fait pas partie des grands pays qui organisent le trafic de drogue. La cocaïne, ce n'est pas de Venezuela qu'elle va aux États-Unis. Ce qui fait le plus de dégâts pour les populations américaines, c'est le fentanyl, ce n'est pas la cocaïne. Et ça, on sait d'où ça vient. Et les circuits, c'est où? Ça passe par le Mexique et ça va aux États-Unis. Donc, en réalité, le trafic de drogue, c'est illusoire. Tous les rapports, y compris les rapports dressés par les organismes américains eux-mêmes, montrent bien que ce ne sont pas le Venezuela n'est pas en tête des 5 pays les 5 pays qui exportent la cocaïne sur le territoire américain. Et ce n'est pas le principal circuit de distribution non plus. Donc cette hypothèse, il faut la mettre de côté. La raison, comme vous l'avez si bien rappelé, c'est les énormes ressources pétrolières. Mais là, les États-Unis n'ont qu'à se plaindre d'eux-mêmes. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir lors du premier mandat, il n'a eu de cesse de vouloir renverser Maduro. Parce qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait un dirigeant politique qui gère son pays de façon indépendante. Donc tous les moyens ont été mis en œuvre. La fabrication de Juan Guaido, qu'il a reconnu comme président, le sabotage et tout. Et ça a continué maintenant avec le nouveau mandat de Trump. Mais si je dis qu'ils doivent se plaindre d'eux-mêmes, c'est parce que en prenant des sanctions contre le Venezuela, ils poussent le Venezuela à chercher ailleurs des partenaires. Et c'est là la nouveauté. Avant, quand les États-Unis vous sanctionnent, vous n'avez pas où aller. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On les sanctionne sur le pétrole, mais ils vendent leur pétrole ailleurs. Aujourd'hui, 80% des recettes d'exportation du pétrole du Venezuela viennent 80% des exportations sont dirigées vers la Chine. Donc la Chine, l'Inde, d'autres pays font des transactions avec le Venezuela et donc c'est ça le problème. Or, depuis près d'un siècle, les États-Unis ont configuré toutes leurs usines pour travailler avec le pétrole lourd du Venezuela qui était censé être leur propre propriété. Donc maintenant, ils ne peuvent pas changer, modifier, reconfigurer, acheter d'autres appareils pour pouvoir travailler avec un pétrole plus léger, parce que ce n'est même pas la même chose. Le pétrole du Venezuela, ce n'est pas la même chose que les autres pétroles. Donc voilà un peu le problème. Et les États-Unis se trouvent coincés. Ils se trouvent coincés parce qu'ils ont besoin de ce pétrole. Ils ont besoin du pétrole qu'ils ne peuvent plus avoir, qui prend une autre direction. Ils sont en crise. Et c'est une crise pas conjoncturelle, c'est une crise du capitalisme en fait. Depuis 2008, depuis la fameuse crise des subprimes, les États-Unis ne sont pas remis de cette crise. Et chaque fois pour s'en sortir, il faut faire payer au peuple du monde, il faut payer au reste du monde. Et avec les événements, la guerre en Ukraine, les États-Unis ont pris une autre mesure qui a eu de conséquences catastrophiques, c'est qu'ils ont saisi les avoirs russes qui sont dans les banques. Or, si le système du pétrole leur fonctionnait, c'est parce que ça permet de siphonner les économies du reste du monde. C'est-à-dire que ça permettait d'émettre des billets pour les États-Unis et d'avoir en contrepartie les richesses produites par les autres. Donc c'est les autres, le reste du monde qui finance les déficits américains. En faisant du dollar non pas une monnaie neutre, mais une monnaie qui sert aux objectifs politiques intrinsèques des États-Unis, ils ont alerté beaucoup de pays.
des pays même comme l'Arabie Saoudite, qui sont quand même très très liés aux États-Unis, ont commencé à se poser des questions. Si nous qui avons le plus gros des avoirs auprès des Américains, si on devait nous faire des choses comme ça pour un oui, pour un non, qu'est-ce qui va se passer? Donc les gens ont commencé à prendre leur distance. Et donc le fameux pétrodollar devient de plus en plus menacé. Donc toute la force, la capacité des États-Unis à régenter le monde s'érode progressivement. Et c'est tout ça qui est le fond du problème. Les États-Unis ne s'en sortent pas. La crise est structurelle. Il leur faut réagir. Il n'y a même plus le discours faussement démocratique, droits de l'homme, etc. Ils ont abandonné ça. Ils parlent vulgairement. Ils ont besoin du pétrole, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Ils veulent annexer tel pays, ils veulent annexer le Groenland, ils veulent ceci parce que c'est les intérêts de... Voilà. Donc c'est un peu ça. Et c'est le même type de discours d'ailleurs que nous tient Macron ici. Il n'y a plus de discours plus au nom de certaines valeurs, non. L'autre, c'est mon ami, il est voile, il est fidèle, c'est-à-dire il nous sert. Pourquoi vous le renversez? Le Niger se donne le droit de vendre de l'uranium, on dit pourquoi? C'est un vol. Ils considèrent que l'autre uranium leur appartient. Donc c'est en fait tout cela qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. Avec cette crise persistante du capitalisme et l'absence d'alternatives à l'intérieur du système, les États-Unis, comme d'ailleurs d'autres pays comme la France, comme certains pays occidentaux, n'ont d'autre choix que le brigandage, c'est-à-dire le gangstérisme, le banditisme d'État. Il n'y a plus de valeurs au nom desquelles ils peuvent convaincre qui que ce soit. Il leur faut simplement agir. Et en agissant comme ça, ils montrent à la face du monde qui ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont les véritables facteurs de trouble, la véritable menace pour la paix dans le monde. Parce que ce pays ne détient pas moins de 800 bases militaires dans le monde. Et de tout temps, les États-Unis ont voulu régenter le monde. Au début, c'était endiguer la puissance de l'Union soviétique. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, il fallait démembrer la Russie. Il fallait empêcher l'émergence d'une nouvelle superpuissance, ce qui est un échec, puisque la Chine est déjà en place. Et puis, de plus en plus, maintenant, les pays ont pris conscience qu'il leur faut construire un système international qui contourne le pétrodollar. Il leur faut de nouvelles règles, il leur faut un monde multipolaire. On ne peut plus se fier aux Américains, on ne peut plus continuer à à tourner autour des Américains comme au centre du monde. De toute façon, la réalité économique elle-même montre bien que le centre de gravité de l'économie mondiale s'est tourné vers l'Asie, s'est déplacé vers l'Asie. Donc voilà toutes ces raisons qui font que dans une certaine impasse, ils font une fuite en avant. La fuite en avant, c'est au lieu de chercher à négocier directement avec ces pays, on pense que la politique du bâton peut marcher. Enlever Maduro ne vous donne pas pour le moment les énormes réserves pétrolières du Venezuela, puisque c'est le pays qui a, semble-t-il, les plus grandes réserves mondiales de pétrole, près de 30% des réserves mondiales. Donc, entre capturer, agresser, enlever Maduro et puis posséder ses ressources, c'est deux choses différentes. Et comme vous le voyez si bien un peu partout, les gens se battent, se mobilisent, dénoncent, y compris aux États-Unis, des manifestations énormes se font. Au sein même du Congrès, vous avez des sénateurs des élus qui dénoncent ce qui est en train de se passer. Les gens veulent même obtenir la démission de Trump. Donc ça veut dire que ce n'est plus la période où les États-Unis peuvent se permettre ce qu'ils veulent et puis les gens vont se ranger. Ce n'est pas possible aujourd'hui.
Quelle sera la suite maintenant selon vous après la capture de Maduro? Est-ce que selon vous, les États-Unis vont gérer? Ils ne pourront pas gérer parce que de toute façon, il y a une intérimaire qui est là, qui a prêté serment. Et d'après le discours qu'elle a tenu, son premier discours, elle a dit que le Venezuela ne sera une colonie de personne. Donc ça veut dire que si Trump veut continuer à disposer du pétrole vénézuélien, il lui faut envahir le Venezuela. Et pendant ce temps, il menace aussi Gustavo Petro de Colombie. Il menace Cuba. Donc, ça montre bien que quand un système, un régime, un empire arrive à ce stade, ça veut dire que c'est la fin. C'est le déclin de la civilisation occidentale produite par le capitalisme depuis près de 5 siècles. Et c'est pour cela que c'est une gestion. Vous avez des comportements qui sont vulgaires, qui sont d'un autre âge, qui montrent bien que la civilisation occidentale est en déclin. On ne peut pas continuer à occuper tout le monde. On menace l'Iran, on menace un tel, on menace un tel. Donc c'est pas à cause de ça qu'il faut disposer des réserves. Je pense que ça, c'est une chose que nous devons bien lire en Afrique, et surtout en AES, parce que ce qui est en jeu ici, c'est le droit international qui est pétiné. Ce qui est en jeu, c'est la souveraineté des États qui est ignorée, qui est pétinée. Et nous qui voulons assumer notre souveraineté, nous avons intérêt à savoir qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. C'est-à-dire que l'AES doit prendre garde avec cette situation? Avec cette situation, l'AES doit savoir que ses amis ne peuvent pas être les États-Unis, ça ne peut pas être les Européens, ça ne peut pas être les Occidentaux. Il faut chercher ailleurs, dans la quête d'un monde multipolaire, et il faut rapidement se mettre dans la capacité de pouvoir s'autodéfendre et de continuer à construire notre souveraineté. Merci.